Écoutez, bonjour et bienvenue sur ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, en fait, c'est pour répondre un petit peu aux différentes questions que vous posez. Certains offices du tourisme ont reçu de la part des Gîtes de France des courriers, ils leur font part d'une concurrence déloyale. Voilà, une concurrence déloyale par rapport à la prestation de service que vous assurez au niveau des offices du tourisme sur la partie classement de meublés. Pour ce faire, donc nous avions rencontré au niveau national avec Christophe Marché, directeur adjoint de ADN Tourisme, donc le directeur des Gîtes de France du 0405, sur lequel donc on a échangé. Donc nous déjà de notre côté, on lui avait fait un rappel justement de la législation en cours par rapport aux droits des offices de tourisme en matière de commercialisation et en matière de prestation de placement de meublés également. Et donc derrière ça, on s'est engagé, nous, à faire effectivement une piqûre de rappel sur quelle est la réglementation en matière de commercialisation, quelle est justement un petit peu les règles de bonne les règles à respecter sur une concurrence, sur la libre concurrence, et également les règles à respecter en matière d'exploitation des données personnelles dans le cadre du RGPD par rapport à tout ce qui est commercialisation. Et pour ça, donc, on s'est associé avec le cabinet Alchemist, qui est le deuxième cabinet d'ADN Tourisme sur la partie droit du tourisme. Donc aujourd'hui, c'est Alice Gutner qui va vous présenter ce webinaire. Pour l'instant, moi, ce que je vous demande, c'est de couper vos micros et par contre, gardez bien vos questions, toutes vos questions, puisque derrière, ce sera vraiment ouvert aux questions par rapport à vos différentes problématiques. Et n'hésitez pas, donc on aura une petite demi-heure de questions à poser. Voilà, mais écoutez, Alice, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux un lundi matin, qui plus est après le changement d'horaire. Donc, ça vous met en pleine forme dès le lundi matin avec ce webinaire pour régler un peu cette question et le cadre juridique. Donc, on va vous partager un support que je vais mettre en mode diaporama. Donc, pour essayer de cadrer en particulier cette mission de service de classement des meublés, vous rassurer sur la légitimité de l'exercice de cette compétence et quand même vous donner quelques idées pratiques pour être sûr de l'exercer sans aucun conflit possible avec les autres acteurs de ce secteur. Donc, proposer un service de classement des meublés de tourisme, ça va supposer de respecter un cadre réglementaire, parce que ce n'est pas une mission qu'on peut exercer comme ça de soi-même, il faut rentrer dans le cadre permettant de le faire, et ça va supposer quand même, puisque c'est un service payant s'adressant à des clients, de respecter le cadre concurrentiel dans lequel il va s'exercer. Donc, sur le cadre réglementaire, cette activité de classement, elle est réservée par la loi à certains organismes. Donc, c'est l'article L324.1 du Code du tourisme qui fixe les organismes qui sont habilités à cette mission de délivrer des certificats de classement des meublés de tourisme. Et donc, pour ce qui est des offices de tourisme, ça ressort du petit 2 de cet article qui prévoit que les organismes qui, avant le 22 juillet 2009, avaient un agrément requis, qui était celui qui existait avant, sont toujours agréés pour le faire. Donc, anciennement Office de tourisme de France, OTF, devenu ADN Tourisme, est titulaire de cet agrément requis avant 2009 et donc à ce titre-là bénéficie de cette possibilité d'être organisme classant les meublés. Donc ensuite, cette compétence qui est au niveau de votre fédération va pouvoir être déléguée par votre convention à tous les adhérents de la fédération. Donc ça, c'est prévu par un arrêté qui est l'arrêté du 6 décembre 2010, qui prévoit que les organismes qui étaient visés par cet article précédent du Code du tourisme peuvent déléguer par une convention aux organismes adhérents à sa structure son pouvoir de contrôle en vue du classement des meublés. Donc, ainsi, tout adhérent d'ADN Tourisme peut demander à être organisme délégataire de cette mission. Il faut quand même le demander et suivre la procédure pour le faire. Ce n'est pas automatiquement en étant adhérent. Mais donc, voilà comment vous êtes dans la liste des organismes agréés.
par le fait que la fédération OTF, devenue ADN Tourisme, avait cet agrément qui existait avant 2009, et ensuite par cette possibilité que les fédérations ensuite délèguent aux organismes adhérents par convention. Donc, cette convention, elle suppose de respecter un cahier des charges. Ce cahier des charges, il est prévu en annexe de l'arrêté du 6 décembre 2010. Il prévoit un certain nombre de choses à respecter pour être dans les clous de cette mission réglementaire de classement des meublés de tourisme. Et notamment, il prévoit de se soumettre à un audit externe et il faut obtenir une attestation de conformité. Donc, généralement, c'est une attestation AFNOR. Ceux qui font déjà cette mission-là l'ont eu, qui vient vérifier que vous respectez le cahier des charges, donc notamment vous avez une personne référente sur ces notions-là, que vous connaissez les critères de classement, que vous connaissez la procédure. Il y a un certain nombre de choses à vérifier pour être validé par cet audit externe et valider le fait que vous avez bien connaissance et que vous respectez bien le cahier des charges. Encore une fois, on est sur une mission qui est quand même réglementée, puisqu'ensuite, ce classement a des effets sur la fiscalité, a des effets sur les rapports à la clientèle. Donc, ce n'est pas une activité libre de classer des meublés. Il faut respecter ce cadre réglementaire pour avoir le droit d'être véritablement un organisme qui puisse délivrer valablement ce classement. Donc, en plus, il faut fournir aussi à l'organisme de la co-signataire de la convention, donc vous, ADN Tourisme, normalement un bilan chaque année, dans lequel vous mentionnez notamment le nombre de visites de contrôle réalisées, la répartition par catégorie de classement, le nombre de visites n'ayant pas donné lieu à classement, la nature et règlement des réclamations des propriétaires et les difficultés rencontrées dans l'exercice de la mission de contrôle. Donc, normalement, il faut fournir ça à ADN Tourisme chaque année, qui du coup peut être votre interlocuteur aussi sur cette mission de classement si vous avez des difficultés dans son exercice, qui peut, par ce biais-là, la personne au niveau de la fédération peut peut-être, quand vous avez des difficultés, par sa connaissance de cette mission et par les remontées qu'elle a sur l'ensemble du réseau, peut être votre interlocuteur quand même pertinent sur ce sujet. Donc, la conclusion, c'est qu'au niveau du cadre réglementaire, l'activité de classement des offices de tourisme, elle est légale et elle est non contestable. Un office du tourisme, en tant que délégataire d'ADN Tourisme et respectant le cahier des charges, est bien un organisme agréé pour effectuer les visites de classement et délivrer le classement si le meublé correspond aux critères. Donc, il faut vraiment bien insister là-dessus. Il y a une légalité parfaite de l'exercice de cette mission sur votre territoire de compétence et il n'y a aucune condition complémentaire de carence de l'initiative privée ou aucune difficulté liée au fait qu'il y a d'autres organismes accrédités sur le même territoire. Donc ça, soyons clairs, il n'y a vraiment aucune condition à aucun moment dans la loi, dans le décret, qui prévoirait que les offices du tourisme n'interviendraient que s'il n'y a personne sur son territoire qui fait déjà cette mission. Vous faites partie de manière explicite des organismes agréés. Si vous suivez bien ce cahier des charges et que vous avez la convention avec ADN Tourisme, vous êtes parfaitement légitime et parfaitement dans la légalité en exerçant cette mission. Donc ça, par rapport à d'autres interlocuteurs qui pourraient laisser entendre le contraire, soyons clairs sur le fait qu'il y a une légalité parfaite du fait de se positionner sur cette activité de classement. Et d'ailleurs, le cahier des charges, si on le regarde, il invite à la coopération entre les acteurs, puisqu'il prévoit que les organismes chargés du classement doivent participer à des échanges d'expériences avec d'autres organismes assurant la même mission de contrôle. Donc, on voit même que dans la philosophie de ce régime et de cette activité de classement des meublés de tourisme, il y a une vraie volonté que les différents organismes accrédités pour le faire puissent se parler sur l'expérience et l'exercice de cette mission. Donc, on n'est clairement pas dans l'idée qu'il faudrait un seul accréditeur par territoire et autres. On est vraiment dans une idée qu'il peut y avoir plusieurs organismes, plusieurs interlocuteurs, et qu'au contraire, il faut se parler, il faut coopérer et il faut aller dans le sens d'un exercice le plus propice à ce que les meublés aient envie d'être classés. Parce que quand même, dans l'exercice de cette mission et dans la philosophie de ce régime, le pouvoir législatif et réglementaire veut inciter au classement et donc incite naturellement à la promotion de cette activité de classement aussi et à ce qu'elle existe. Donc, sur le cadre réglementaire, aucun débat possible. Vous êtes légalement
dans un cadre possible d'activité de classement des meublés de tourisme. L'autre cadre qu'il va falloir respecter, c'est le cadre concurrentiel, puisque malgré tout, plusieurs organismes vont pouvoir respecter les conditions qu'on vient de voir précédemment. Vous avez sur vos territoires plusieurs acteurs, effectivement, notamment les Gîtes de France. Vous avez des acteurs comme Clé Vacances, et plusieurs acteurs qui peuvent proposer eux aussi ce service de classement des meublés de tourisme. Donc, dès lors qu'on va être sur un secteur concurrentiel, puisque plusieurs acteurs peuvent proposer la même prestation contre un prix aux propriétaires de meublés de tourisme, on va identifier un secteur concurrentiel identique. Et donc, sur ce secteur concurrentiel identique, il va falloir éviter d'être accusé de pratiques anticoncurrentielles qui feraient que la proposition de l'Office du tourisme serait favorisée par rapport à celle des autres. Donc, on est dans ce questionnement, et ce questionnement vous est renvoyé par les autres acteurs à regard de deux éléments qui peuvent amener à de la vigilance. C'est que vous avez une double casquette. Vous êtes certes organisme certifié pour le classement, mais vous êtes avant tout office de tourisme. La mission générale de l'office de tourisme, elle dépend un petit peu de chacun de vos statuts, mais normalement, elle reproduit assez naturellement l'article du Code du tourisme reproduit sur le support ici, où vous êtes chargé de l'accueil, de l'information des touristes, de la promotion du tourisme. Vous êtes chargé de coordonner les interventions des partenaires du développement touristique local et de commercialisation de prestations de services touristiques. Donc, au regard de cette pluralité de missions, vous pouvez apparaître comme un acteur privilégié parce que vous êtes celui qui informe les touristes des prestations d'hébergement sur son territoire et vous êtes celui qui va être l'interlocuteur privilégié des meublés de tourisme, des hébergeurs de manière générale, dans cette notion de partenariat que vous avez avec les socioprofessionnels de votre territoire. Et donc, vous allez pouvoir être un peu l'accès vers lequel ils vont téléphoner pour avoir des conseils et l'accès, si vous pouvez commercialiser, un accès de commercialisation aussi. Donc, par ce positionnement et cette mise en avant que vous avez comme interlocuteur peut-être privilégié pour les hébergeurs qui peuvent naturellement avoir envie de se diriger vers l'office de tourisme et ensuite peut-être du coup de prendre cette prestation de classement auprès de l'office de tourisme, il faut être un peu plus vigilant pour ne pas apparaître comme profitant trop substantiellement de cette apparence. Et en tout cas, on va voir pour éviter d'être dans une pratique anticoncurrentielle à ce regard-là. L'autre élément qui fait que ça peut alerter vos concurrents, c'est que vous bénéficiez de subventions publiques. Alors, certains sont carrément des personnes publiques, puisque certains sont en établissement public industriel et commercial, certains sont peut-être en régie, d'autres sont en association, et dans ces cas-là, ils ont quand même cette casquette un peu particulière parce qu'ils sont généralement subventionnés assez substantiellement. Et donc, au regard de ces éléments, vous êtes dans un cadre concurrentiel qui va supposer que vous fassiez attention à ces deux éléments, ma casquette office de tourisme avec ses missions particulières et le fait que je bénéficie de subventions publiques. Il va falloir éviter que ces deux éléments-là se traduisent en pratique anticoncurrentielle. Donc, le premier élément important en matière de concurrence, c'est la question de la fixation du prix. Par rapport à votre bénéfice de subvention publique, il va falloir faire attention que le prix proposé soit bien déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, exclusion faite des avantages découlant des ressources et des moyens qui vous sont attribués au titre de votre mission de service public. Donc, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle des subventions croisées. C'est qu'en soi, la mission de classement de meublés de tourisme, elle n'est pas censée être subventionnée. Et donc, vous devez avoir une détermination du prix qui prend effectivement de manière bien en compte le coût que ça représente pour vous, et notamment le coût au niveau de la masse salariale, quitte à identifier un pourcentage de salaire de la personne qui s'occupe de ces missions-là, comme devant être couvert au niveau financier par le prix de cette prestation et pas couvert par des subventions.
Donc ça, c'est la position de principe pour dès qu'on a beaucoup de subventions publiques ou dès qu'on est personne publique. C'est une position qui existe pour toutes vos activités commerciales, quelles qu'elles soient, de ne pas utiliser les subventions pour casser le prix et pour du coup avoir un prix très bas parce que le salaire de la personne qui s'occupe de la prestation serait couvert par des subventions. Donc, il faut faire attention à cet élément-là dans la détermination de votre prix. Comment on se prémunit de cette question-là? On s'en prémunit avec une comptabilité qu'on dit analytique, qui serait fiable et transparente et qui assure une séparation comptable entre l'exercice des missions de services publics subventionnés et l'exercice des activités commerciales sur un marché concurrentiel. Donc, notamment, cette comptabilité analytique, elle suppose de distinguer l'affectation des salariés et la prise en charge du coup d'un pourcentage de du coût de leur rémunération sur les activités commerciales et le bénéfice en découlant, et non par les subventions. Donc ça c'est assez important d'avoir ce travail-là au niveau de votre comptabilité pour s'il y avait une difficulté avec un quelconque concurrent sur vos activités commerciales. Puis c'est aussi intéressant pour vous, justement, pour définir votre politique de prix et votre éventuellement politique un peu d'autofinancement sur ces activités commerciales, quelles qu'elles soient, au-delà de cette mission réglementaire de service de classement, d'avoir cette notion de comptabilité analytique pour bien savoir définir son prix et savoir si, effectivement, on est rentable sur ces activités-là. Les pratiques anticoncurrentielles en matière de prix, il ne faut pas surexagérer non plus cette question-là et la comparaison, parce que c'est vrai qu'un des conseils pratiques donnés est souvent de comparer les prix de la concurrence et de vous aligner. Il faut quand même limiter l'impact de ce conseil, parce que, alors, d'une part, un prix sera considéré comme anticoncurrentiel s'il est qualifié de prédateur, c'est-à-dire qu'il ne couvre pas les coûts de production et de commercialisation du service, si on peut démontrer que le prix, en fait, vous vendez à perte quelque part. Là, ça sera qualifié de prix prédateur si on considère que vous avez fait cela pour éliminer des concurrents. Donc, attention à un prix qui serait vraiment en dessous du coût et en dessous du prix de revient. Et là, on aurait une difficulté parce qu'on pourrait qualifier votre intention d'éliminer les concurrents qui, eux, ne peuvent pas faire autrement que de couvrir ces coûts-là. En revanche, attention à l'inverse, c'est-à-dire les autres pratiques interdites en matière de droit de la concurrence, c'est l'entente. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se parler de prix entre concurrents et de fixer un prix faussant le jeu de la concurrence. Le principe reste celui de la libre concurrence sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, on ne veut pas, à l'inverse, que, par exemple, ADN Tourisme, Gîtes de France et Clés Vacances se téléphonent et fixe un peu arbitrairement et un peu à défaut des intérêts là c'est des consommateurs, on va dire des propriétaires de meublés, fixe un prix identique où ça serait 190 € la visite de classement et on s'entend pour que ce soit même. Il faut faire aussi attention que le principe de la libre concurrence, c'est aussi la liberté, si on a un prix qui est bien défini au niveau des coûts et autres, d'avoir un prix un tout petit peu moins cher que son concurrent parce que au niveau de ses coûts de production, de transformation et de commercialisation, on est sur ce schéma-là et qu'on peut le justifier. Et donc, on n'est pas dans un schéma de prix prédateur, on est dans un schéma d'un prix calculé normalement dans le cadre d'une activité quand même commerciale et sans qu'on soit obligé pour autant d'aller se comparer strictement à l'euro près avec les concurrents. Donc, trouver un équilibre en droit de la concurrence, il faut quand même aussi répondre ça aux interlocuteurs qui s'étonnent des fois d'un prix légèrement différent, par exemple parce que vous n'auriez pas, contrairement à un concurrent, de frais de déplacement importants parce que l'office au niveau de son territoire fait que la personne en charge des meublés depuis l'office peut facilement accéder aux meublés par rapport à quelqu'un qui, lui, travaillerait sur l'ensemble du département. En soi, ça c'est quelque chose d'objectif est légitime, qui est lié à votre manière d'exercer cette compétence, et vous n'allez pas gonfler artificiellement les coûts et votre pratique commerciale pour vous aligner strictement à l'euro près sur le prix d'un concurrent. Donc, attention à ne pas avoir un prix trop bas et un prix qui ne serait pas juste par rapport à vos coûts.
et à la politique commerciale, mais attention à ne pas pour autant rentrer dans une logique parce que vous recevriez ces courriers et autres. On ne veut pas non plus rentrer dans une logique d'entente. On fixerait un prix commun entre tous les offices et tous les gîtes de France. Donc voilà, le principe reste quand même sur le territoire de l'Union européenne celui de la libre concurrence. L'autre élément auquel il va falloir faire attention dans le cadre concurrentiel, c'est votre communication. C'est l'autre élément sur lequel vous êtes un peu interrogé quand il y a des difficultés avec certains concurrents, cette mission de classement de meublé, c'est qu'ils considèrent un peu que les missions particulières qui vous sont confiées peuvent vous faire apparaître comme ayant une forme de position dominante, et donc il ne faut pas abuser de cette position dominante. Donc, en tant qu'office de tourisme, vous avez des missions particulières qui vous sont confiées de promotion des meublés de tourisme, ou aussi de collecte de la taxe de séjour, ou en tout cas d'information sur la taxe de séjour. Et donc, l'office ne doit pas apparaître comme faisant usage de ses prérogatives pour exercer la mission de visite de classement avec un avantage anticoncurrentiel. Donc, il ne faut pas que la casquette « je collecte la taxe de séjour » vous permette de mettre en avant uniquement votre casquette à vous de classement des meublés. Il faut faire attention que la casquette information ne soit pas celle de je vends mes prestations de guide de classement de manière systématique. Donc, ce n'est pas de dénigrement des autres opérateurs. Évidemment, là, c'est vraiment l'ultime. J'imagine bien qu'aucun de vous va jusqu'à dénigrer les autres opérateurs. Ni présentation avantageuse de l'offre proposée par l'office. Et donc, l'idée, c'est une neutralité dans les communications et un accès à la liste des autres organismes. Donc, la meilleure manière de se prémunir d'un contentieux ou de sujets, en tout cas contentieux avec les concurrents, c'est de bien dissocier cette casquette information de cette casquette « je vends des prestations de classement de meublés de tourisme » en présentant les différents acteurs du classement et en n'ayant pas une présentation qui viserait à mettre en avant que celle de l'office de tourisme. Et évidemment, surtout pas, là on serait vraiment sur l'étape de dessus en termes de caractérisation de pratiques anticoncurrentielles, surtout pas de dénigrement des autres opérateurs. Alors après, il faut relativiser cette notion de position dominante de l'office avec ses missions particulières, parce que pour les autres acteurs ont aussi des particularités qui leur donnent un certain avantage. Gîtes de France, c'est quand même très connu. Le fait d'avoir en plus, eux, ils ont ce classement, mais ils ont aussi la délivrance de ce terme-là, d'être Gîte de France, avec ensuite des propositions particulières de mise en avant, de commercialisation et d'appartenance à ce réseau. Donc, eux aussi ont une forme d'avantage et quelque chose en plus, entre guillemets, éventuellement aussi que l'office de tourisme. Donc, il faut aussi relativiser dans les plaintes qu'il peut y avoir de ces acteurs-là pour leur dire que eux aussi sont des acteurs qui ont une casquette particulière et ont une manière de se mettre en avant tout à fait particulière. En tout cas, pour les rassurer et éviter tout sujet contentieux avec eux et pour exercer cette compétence dans les meilleures conditions, le mieux, c'est d'avoir une communication un peu neutre sur la liste des organismes chargés du classement. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Alors, de toute façon, je les ai floutés, mais j'ai pris des exemples hors PACA pour que personne ne se sente visé. Donc, j'ai pris là un premier exemple d'un office de tourisme qui, sur sa page partenaire, parle de la procédure de classement et oriente vraiment que vers lui. Puisqu'on voit qu'il écrit « Pour faire classer votre hébergement, voici la marche à suivre. Petit 1, prenez contact avec l'évaluatrice d'Atourisme, prenez connaissance de la documentation envoyée par Atourisme, préparez votre logement pour la visite de contrôle par une évaluatrice de l'office de tourisme. À l'issue, le dossier est instruit par l'office de tourisme et une décision de classement ainsi qu'une facture acquittée sont remises au propriétaire. » Donc là, cet office de tourisme a quand même une communication qui vraiment ne semble pas donner la possibilité d'avoir une autre manière de procéder à son classement. Donc, ce n'est pas la communication parfaite et ce n'est pas celle qui est conseillée parce que là, ça donne vraiment l'impression dans la mission d'information que la seule manière d'obtenir son classement, c'est d'aller vers l'évaluatrice de l'office de tourisme et de la contacter elle. Donc, ça pourrait avoir sa place s'il y avait d'autres organismes et qu'il y avait quand même le détail de comment fonctionne l'office, lui.
ça serait quand même plus correct que cette page-là qui, par exemple, vraiment ne vise que l'évaluation par la personne de l'Office de tourisme. Un exemple 2, qui par exemple est plus neutre, où dans la partie classement en étoiles, il y a marqué « Contacter les organismes de contrôle agréés ». Et on voit l'Office de tourisme en premier, pas de souci, Gîtes de France, Clé Vacances, autre organisme agréé avec un lien plus d'infos qui renvoie sans doute vers la liste sur Atout France. Donc là, on est sur une communication parfaitement neutre où, après avoir expliqué éventuellement les intérêts d'un classement, l'interlocuteur sur ce biais d'information voit qu'il a plusieurs contacts possibles et peut donc contacter les 3, par exemple là, comparer et faire son choix. Donc là, on est sur une communication neutre et qui peut vous être absolument pas reprochée avec ce genre de présentation. Autre présentation que vous avez peut-être, parce que du coup, ça, vous êtes sans doute, je ne fais pas de publicité, mais pour certains, vous utilisez peut-être cette application-là, enfin, vous êtes peut-être en contrat avec ça pour ce qui est de la collecte de la taxe de séjour et l'information sur la taxe de séjour. Donc, que ce soit par ce biais de ce prestataire-là ou d'autres, c'est un endroit sur lequel vous avez sans doute des informations, c'est un biais par lequel, en tout cas, vous allez donner des informations au meublé de tourisme, la question de la taxe de séjour. Donc, attention à ce biais-là pour ne pas donner, pareil, un avantage concurrentiel à l'office. Là, on voit qu'il y a une présentation générale de ce qu'est le classement touristique, en expliquant les avantages que ça peut donner et la manière dont ça se passe. Et on renvoie juste avec « En savoir plus », site officiel du classement, qui renvoie vers la liste sur Atout France, qui prend la liste des organismes qui sont agréés pour classer le meublé. Donc là, on est vraiment sur une neutralité absolue. Il n'y a même pas une liste avec marqué l'office. On est vraiment sur le renvoi direct vers le site général d'Atout France. Donc, aucun souci, évidemment, avec cette communication. Donc, celle de l'exemple 2 était bien aussi. Celle de l'exemple 1 est vraiment un peu moins bien, parce que j'ai regardé ailleurs dans le site, il n'y avait vraiment aucun renvoi quelconque à un autre organisme. Donc, à voir, c'est quand même moins bien, parce qu'en plus, c'est une page dédiée aux partenaires, donc c'est un peu ce que vous reprochent éventuellement les autres concurrents, de fidéliser les hébergeurs par les partenariats et ensuite de les renvoyer que vers vous pour la mission de classement. Donc, attention, un peu plus de neutralité dans la communication, soit par ce genre de liste avec des interlocuteurs précis, soit par un renvoi, comme dans l'exemple 3, général au site officiel où il y a tous les organismes agréés pour les classements de meublés et où chacun pourra faire son choix pertinemment sur ce support-là. Donc, une communication neutre et un prix qui correspond bien à une comptabilité analytique derrière pour le justifier. Autre élément par rapport au RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, tout cette partie des éléments qui ont pu être mis en avant dans les reproches faits par des concurrents. Alors, il faut cadrer par rapport à ce reproche ce qui est vraiment vrai ou pas, c'est que la notion de données personnelles, en soi, elle exclut les loueurs professionnels. Donc, tout ce qui est données liées à un hébergeur, le plus souvent, ne sera pas concerné par le RGPD, parce que ça ne sera pas de la donnée personnelle. C'est une donnée qui vous donne au titre de son activité. Et donc, le fait de réutiliser les mails et autres pour donner des informations sur le classement est en soi absolument pas une violation du RGPD. Si on a une vision un peu extensive de la notion de données personnelles, on peut éventuellement considérer que les données des propriétaires de meublés non professionnels pourraient rentrer là-dedans. Il n'y a pas de décision précise là-dessus. C'est vraiment une vision pour être vraiment le plus protecteur possible des données, parce que ce n'est pas certain, parce que vraiment, même les non professionnels, à partir du moment où quand ils donnent leurs données pour accéder à la location de leur meublé, ils n'agissent pas comme monsieur et madame Intel, clients particuliers, etc. Ils agissent quand même dans ce cadre particulier. Mais donc, même si on a cette vision extensive, donc pour eux, en considérant que ça serait quand même des données personnelles, parce que c'est leur hébergement, parce que ça peut être leur adresse mail perso habituelle qu'ils mettent, l'important dans l'utilisation éventuellement de ces supports-là pour donner de l'information sur le classement,
c'est bien de respecter les finalités décrites dans les textes que vous pouvez faire signer lorsque vous collectez les données. C'est l'élément clé en RGPD que vous connaissez sans doute dans d'autres aspects de vos activités. C'est que quand on collecte une donnée qu'on considère comme personnelle, on fait accepter par la personne le fait que cette donnée va faire l'objet d'une utilisation pour telle et telle finalité. Et donc, par exemple, on pourrait noter ici qu'une des finalités est une information sur la gestion de son meublé de tourisme et que ça vous donnerait légitime d'envoyer une information sur les services de classement. Donc, bien respecter la finalité pour les non-professionnels. Pour les professionnels, encore une fois, on n'est pas dans ce cadre du RGPD. On serait plutôt de mettre sur cette question de la communication, sur cette question de ne pas avoir un abus de position dominante et donc de ne pas envoyer une offre un peu agressive en disant que c'est que vous qui faites le classement avec un prix préférentiel de temps, venez à telle période vous inscrire pour les visites, voilà. Donc, ça reste quand même dans cette communication individualisée avec les hébergeurs, on reste sur la préconisation précédente d'une neutralité dans le sens où il faut quand même proposer les différentes offres. Après, ça n'interdit pas de vendre la sienne, de bien expliquer la sienne, mais il faut quand même toujours avoir permis de dire à un moment donné qu'il y a d'autres acteurs et que dans la casquette information, dire que les personnes peuvent aller vers les autres acteurs du service de classement. Donc, là, on va passer sur quelques éléments sur la commercialisation vraiment des meublés, parce que c'est des choses qui ont pu être mises en avant aussi par les concurrents. Mais donc, sur l'activité de classement de meublés, on est clair que c'est une activité qui est légale pour vous. À partir du moment où vous êtes délégataire d'ADN Tourisme, vous respectez le cahier des charges. C'est une activité qui peut faire l'objet de questionnements de la part des concurrents au regard de votre statut d'office de tourisme, de bénéficiaire de subventions. Et donc, la meilleure manière de se prémunir facilement de tout débat et de toute discussion contentieuse, c'est d'avoir un prix justifié et d'avoir une communication neutre sur l'ensemble des acteurs du service du classement, sans pour autant s'interdire d'expliquer le sien et de vendre le sien malgré tout, mais qu'il faut qu'il y ait quelque part l'accès à l'information qu'il existe d'autres acteurs de classement. Donc, pour commercialiser des meublés, si en plus de commercialiser le service de classement de meublés, vous vendez des prestations d'hébergement via une place de marché ou directement, que vous les vendiez dans des forfaits ou que vous les vendiez en hébergement sec, juste quelques éléments de rappel pour être dans le cadre de cette mission-là, vraiment de commercialisation de la prestation d'hébergement. Vous avez une obligation de vérifier que le meublé correspond à bien respecter ses déclarations et autorisations. Donc, ça suppose de vérifier pour la plupart du temps simplement qu'ils sont déclarés en mairie ou, le cas échéant, enregistrés. Donc, ça dépend de votre territoire. Si la collectivité dans laquelle vous êtes a en plus ajouté une procédure d'enregistrement pour être meublé de tourisme. En tout cas, il faut s'assurer du respect de ça. Et donc, quand on commercialise un meublé, lui demander d'attester qu'il a bien fait les formalités nécessaires. On est censé, depuis l'année dernière, quand on publie des annonces, mentionner qu'il s'agit d'une annonce d'un particulier ou l'annonce d'un professionnel. C'est une nouvelle petite obligation d'information du client. On rappelle qu'un loueur de meublé est un professionnel sous deux conditions cumulatives. Que les recettes annuelles retirées de cette activité de location sur l'ensemble des membres du foyer excèdent 23 000 € ou si ces recettes excèdent les revenus que le foyer fiscal tire des autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. Vous avez quand même sans doute beaucoup de meublés de tourisme qui ne sont du coup pas des professionnels au regard de ces deux conditions. Donc, normalement, il faut mentionner ça. Cette nouveauté qui a suscité un peu de débat sur la manière de la mettre en place, en soi, c'est vraiment quelque chose dans la logique d'information des hébergés. Et en soi, il n'y a pas de sanction prévue particulière. Mais c'est vrai que ça a pu poser question sur la manière de comment est-ce que je demande au meublé d'attester qu'il est professionnel ou non. On peut être comme sur la première chose, on peut faire signer quelque chose sur laquelle le meublé, le propriétaire dit qu'il est déclaré, dit qu'il est professionnel ou non professionnel, et vous pouvez à partir de là faire confiance aux éléments déclarés par le meublé, ça suffira pour dire que vous avez rempli votre mission.
L'autre question qui est la plus compliquée, qui est celle de savoir si quand on commercialise de l'hébergement notamment sec, c'est-à-dire que si on vend vraiment que de l'hébergement et pas avec une autre prestation dans le cadre d'un forfait, est-ce que je me transforme en agent immobilier? Donc, le cadre d'activité de l'agent immobilier, elle est fixée par la loi qu'on appelle la loi Hoguet. Et donc, elle vise notamment la location de meublés touristiques en soi qui rentrent dans cette activité immobilière. Et donc, peut se poser la question à un moment de si la manière dont l'office exerce cette commercialisation d'hébergement sec fait pas passer l'office dans ce statut d'agent immobilier et la nécessité de quelqu'un à l'office et une carte d'agent immobilier. Donc, il y a deux exceptions pour ne pas être dans ce cadre-là. La première, c'est celle que si vous êtes titulaire d'une licence d'agent de voyage, donc à tout France, vous pouvez vous livrer, ou si vous d'une autorisation d'organisme local de tourisme, vous pouvez vous livrer à la location saisonnière hors forfait touristique, c'est-à-dire vraiment hébergement sec, à condition que cette activité demeure accessoire à votre activité principale. Alors, cette notion d'activité accessoire, elle est en questionnement sur les offices parce que, de fait, vous avez une pluralité d'activités, et d'activités notamment non commerciales. Et donc, on ne sait pas, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas eu de contrôle de la part des autorités sur un exercice illégal de l'activité agent immobilier sur ce sujet. Donc, on n'a pas de remontée particulière, ce qui peut laisser entendre que c'est exercé correctement. Si, quand on dit activité accessoire, est-ce que dans l'activité principale, on ne prend que les activités commerciales et qu'on regarde du coup si dans le champ commercial, l'activité de vente d'hébergement sec est accessoire ou non? Ou est-ce qu'on regarde l'ensemble des activités de l'office et que de fait, ça demeurera le plus souvent accessoire? Il n'y a pas de réponse précise à cette question. On pourrait penser que ce serait quand même au regard de l'activité commerciale globale, de si la vente d'hébergement sec est en soi accessoire par rapport aux autres activités commerciales, on peut se contenter de son agrément en tant qu'agent de voyage et on n'a pas besoin de la carte d'agent immobilier. Donc, à voir comment ça peut être apprécié en fonction de vos cas. Si ça commence à prendre une proportion importante, vraiment la commercialisation de meublés d'hébergement sec en soi, il vaut quand même peut-être mieux aller chercher cette carte d'agent immobilier. C'est une démarche auprès de la Chambre de commerce et d'industrie qui n'est pas si compliquée que ça, puisqu'il vous faut une garantie financière et une assurance que vous avez sans doute un peu déjà avec vos activités commerciales générales. Et il faut que le salarié qui va bénéficier de la carte, il faut soit qu'il ait un diplôme, soit une activité qui justifie 3 ans d'activité sur ces sujets-là. Donc, ça peut aussi être fait au regard de l'expérience. Ça peut être pas si compliqué que ça de l'obtenir pour un de vos salariés. L'autre exception à cette statut d'agent immobilier, c'est la question de est-ce que vous n'êtes pas un simple intermédiaire? Donc ça peut être le cas si vous commercialisez via une plateforme de marché ou que vous avez fait un système où en fait vous référencez des offres, mais en fait on renvoie vers la page du meublé lui-même, ou que en fait vous êtes un service d'intermédiation, comme on dit. Au niveau de l'Union européenne, par exemple pour Airbnb, c'était Airbnb Irlande, elle a considéré que ce service de mise en relation entre les locataires potentiels et les loueurs, professionnels ou non, c'était pas une activité d'agent immobilier, c'était une activité de la société de l'information. Ça, c'est pour les qualificatifs Union européenne. Il y a eu quelques jurisprudences en ce sens aussi dans les juridictions françaises. Donc, possibilité de ne pas être dans un cadre d'agent immobilier si on considère que vous êtes dans la simple intermédiation entre le locataire et le loueur. Donc ça, il faut voir la manière dont vous commercialisez, si c'est vraiment vous qui faites signer le contrat ou non, et que vous pouvez vraiment ou pas apparaître comme intermédiaire. Donc, 2 cas possibles pour ne pas rentrer dans cette qualification des agents immobiliers. Déjà, ne pas commercialiser d'hébergement sec. C'est quand même le cas de pas mal de structures qui ne commercialisent pas l'hébergement sec, commercialisent l'hébergement que dans le cadre de forfait, ou commercialiser de l'hébergement sec de manière accessoire dans votre activité commerciale, ou être un simple intermédiaire entre le locataire et le loueur. Dans ces cas-là, pas besoin de la carte d'agent immobilier.
Si vous vendez de l'hébergement sec de manière directe sans être un intermédiaire et que cette activité représente un pourcentage important de votre activité commerciale, je vous conseille d'avoir la carte d'agent immobilier et de rentrer dans ce régime-là pour être sûr de n'avoir aucune difficulté d'un exercice problématique de cette compétence-là. Voilà, donc c'est les éléments qu'on voulait vous rappeler. Il y en a d'autres sur la commercialisation de meublés. C'était juste quelques éléments qui avaient pu être mis en avant dans les difficultés qu'il y avait avec certains concurrents comme Gîtes de France. Donc, on voulait vous les rappeler. Mais il s'agit bien de questions pour cette fois la commercialisation de l'hébergement et pas la commercialisation du service de classement. Donc, voilà tout ce qu'on voulait vous dire. Et donc, maintenant, je réponds à vos questions que vous avez sur ce sujet du service de classement ou de la commercialisation des meublés. Merci Alice, en tous les cas, c'était très clair. Et écoutez, allez-y, par rapport à vos problématiques, n'hésitez pas à poser vos questions. Soit vous levez la main et je vous vois, ou soit vous posez directement. Prenez la parole. Qui se lance? Donc, pour rappel. Elisabeth du Val d'Alos. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez pas? On vous entend. Très bien, bien, merci. Elisabeth. Donc, moi, je dirais que les Gîtes de France, puisque nous parlons d'eux, ont profité des offices du tourisme pendant des années, quelque part, puisque nous avons fourni les contacts pour qu'ils puissent classer. Aujourd'hui, notre problématique, c'est de dire les prix ne doivent pas être concurrentiels. Nos tarifs, si nous sommes sur place, comme sur le Val d'Alos, nous avons 25 000 lits et même pas 3 000 classés. Quelque part, nous avons besoin de taper fort et nous allons avoir moins de frais puisque nous sommes sur place. Donc, le prix inférieur sera justifié par rapport à tout ça. J'ai bien compris qu'il fallait séparer l'activité meublée de tourisme de l'activité tourisme, puisque nous passerons en EPIC, donc ça sera facile à faire. Et la facturation sera soumise à TVA. Comme ça, nous n'aurons pas de problème par rapport à ça. Après, nous aurons des relations privilégiées, c'est logique, puisque nous vivons sur site et que les Gîtes de France viennent, classent et expliquent un peu le fonctionnement du Gîte de France pour essayer de les récupérer sur leur base. Ce qui ne nous gêne pas, puisque la solution pour nous, c'est de dire à un moment donné, il faut que ce soit loué, c'est tout. Qu'un intermédiaire vienne par nous ou par quelqu'un d'autre, ce n'est pas dérangeant. Ce qui me gêne un peu, c'est de dire qu'il faut faire attention au prix. Le prix de vente par rapport au classement de meublé. Donc là, ça me gêne un peu. Après, si nous passons sur des plateformes ou si nous avons une centrale de réservation par rapport à l'hébergement sec, je suis un peu ennuyée. Si par hasard, nous passons sur une centrale que nous n'avons pas encore, donc je parle pour le futur, ça veut dire que des particuliers vont passer par nous pour de la location. Derrière, nous mettrons de la conciergerie. Quelle sera l'incidence? Est-ce qu'on aura pour obligation d'avoir une carte agent immobilier ou, étant donné que ce sont des locations saisonnières, puisque ça sera à la semaine, voire 2-3 semaines maximum, ça peut être considéré par rapport à Tout France Agence de voyage. Voilà, c'est un peu mon ressenti. Après, je suis un peu ennuyée parce que les Gîtes de France aujourd'hui réagissent. Et je dirais que c'est un peu notre rôle aussi de s'occuper des personnes qui sont chez nous. Et ça sera moins cher puisque automatiquement on vient de moins loin. Voilà, c'est tout. Je suis pas. Ils ont fait du bon boulot, donc il n'y a pas de souci. Ils continueront à le faire. Sur la plateforme, sur le site internet, lorsque nous serons accrédités, nous pensions mettre une page. C'est pour ça que ça m'a fait sourire. Une page avec l'explication des tenants et des aboutissants si on veut se faire classer, les avantages également financiers. Et ça voudra dire qu'il faut qu'à la fin, je mette également les coordonnées des Gîtes de France. Ou alors, est-ce que je peux faire une grille comparative, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la concurrence, nous avons le droit de noter les tarifs des autres, une grille comparative en disant Office du tourisme, Gîtes de France, et que les vacances ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, l'idée, c'était quand même justement pour la question même du prix général par rapport à ces plaintes qu'il peut y avoir de Gîtes de France, c'était aussi vraiment de vous rassurer dans la légitimité de votre activité.
Parce que l'idée, c'est pas du tout de se dire que vous n'avez pas trop le droit, qu'il faudrait être un peu plus cher qu'eux, qu'il faudrait s'interdire de le faire quand ils sont là. C'était vraiment de bien rassurer sur le fait que vous êtes quand même vraiment légitime à le faire et que le principe de la libre concurrence, c'est quand même justement s'il y a une différence qui est liée au fait que là, vous êtes dans le bassin, vous êtes dans la station et vous inondez du coup de fait de manière plus proche et que vous avez une différence de coût par rapport à ça, vous n'avez pas à vous interdire de faire cette différence de coût-là. Donc ça, c'est légitime. En fait, le droit de la concurrence, c'est pas « Ah, il y a déjà Gîtes de France sur le département, je vais devoir m'aligner exactement sur son prix ». Les principes de libre concurrence en Union européenne, c'est pour favoriser normalement justement des prix plus justes aussi. Donc, il ne faut pas aller dans l'autre sens non plus. Il faut juste être sûr d'être capable de justifier et de répondre quand ils vont venir vous dire « c'est pas juste, vous êtes en EPIC, vous avez des subventions, c'est normal que vous soyez moins cher ». Il faut être capable de dire « non ». Moi, mon prix, il est construit comme ça. Je sais que ça prend tant d'heures à tel salarié, que je paye tant. Le déplacement, c'est 5 minutes à pied, donc il n'y a pas de coût, etc. Donc, si on peut le justifier, il n'y a pas de difficulté à être un peu moins cher parce que ça justifie. Après, sur la communication, une comparaison des prix, je n'irai pas jusque-là, je ne ferai pas ça. Mais par contre, oui, mettre un petit lien sur les autres organismes de classement et mettre le lien de ceux que vous connaissez ou un renvoi général à la liste sur Atout France. Mais au moins montrer que vous avez donné de l'information, qu'il y avait d'autres acteurs du classement. Après, ça ne vous interdit pas non plus d'avoir du coup un développement un peu plus long sur comment ça se passe avec, en mettant le nom de votre référent, et en mettant la procédure, en disant vous pouvez l'appeler à tel endroit, contacter par mail, etc. Ça peut être du coup un tout petit peu plus détaillé sur la case de votre office, mais il faut quand même que quelque part, vous puissiez démontrer que vous avez donné l'information qu'il existe d'autres acteurs du classement. La comparaison des prix et du service, ils la feront eux-mêmes. L'autre question sur la commercialisation, peu importe que ce soit des locations saisonnières, la loi Hoguet et la carte d'agent immobilier, elle vaut aussi pour la location saisonnière, pas que pour la location lambda et à l'année. Donc, il faut étudier si cette activité de commercialisation d'hébergement SAC va prendre une proportion importante dans l'activité de l'office de tourisme et voir s'il y a lieu ou pas de se poser la question de cette carte d'agent immobilier. Il faut voir si elle reste accessoire ou non. Et se demander si ça ne vaut pas le coup de la prendre, parce qu'il faut regarder aussi les conditions, éventuellement interroger votre chambre de commerce et industrie sur le service qui est disponible. Je sais que les quelques structures institutionnelles que je connais qui ont la carte d'agent immobilier l'ont obtenue assez facilement. Du coup, leur assurance et la garantie sont déjà celles qu'ils ont en tant qu'agent de voyage, et elle est déjà existante. Et pour la personne qui est titulaire de la carte, souvent le fait de faire valoir des années dans les services de commercialisation au niveau touristique, visiblement suffit pour obtenir la carte. Donc, il faut regarder, parce que ça peut ne pas être si compliqué que ça de remplir ça. Mais sinon, il faut s'interroger en regardant qui a commencé à faire cette activité et à se poser la question au bout d'un an de voilà quel pourcentage ça représente de mon activité. Est-ce que je ne devrais pas plutôt avoir la carte d'agent immobilier pour exercer cette activité-là? Merci beaucoup. Okay. Vas-y, Joyce. Ok. Joyce O'Donoghue, l'Office de tourisme Provence-Méditerranée. Bon, d'un point de vue concurrence, de notre côté, on est relativement bon élève parce qu'on a le lien sur notre site internet et sur tous les documents qu'on met. On a un lien direct sur Atout France. Notre question, en tout cas, une de nos questions, mes collègues qui sont aussi présentes vont peut-être poser d'autres, c'est surtout concernant l'RGPD, concernant les informations, par exemple, suite à un classement. Nous, on transmet les informations à VAR Tourisme qui le met sur leur site internet, de publicité pour l'annonce. La même chose pour l'Office de tourisme, on le met sur notre site internet aussi si le logement est classé. Du coup, et aussi, on transmet également l'information à la taxe de séjour comme quoi le logement est classé aussi. Légalement, on n'a pas le droit, il me semble, d'envoyer directement la décision de classement à la plateforme taxe de séjour, qui fait partie de notre structure quand même.
Alors ça, il faudrait regarder quand si vous voulez être parfaitement sûr qu'il n'y a pas de souci, vous pouvez éventuellement dans le bon de commande, quand ils prennent la prestation de service de classement, mettre un petit article sur le fait que C'est ce qu'on vient de faire. C'est ce qu'on voilà, vient de que faire. vous allez utiliser ça. Mais OK. encore une fois, oui. très franchement, je pense que même pour un meublé non professionnel, je ne pense pas que les données seraient qualifiées de données personnelles. On a eu quand même certains propriétaires qui, quand ils l'ont su, sont revenus vers nous pour dire que mais nous on ne veut pas être sur de quel droit vous avez mis notre annonce sur. Et du coup, on l'a enlevé tout de suite parce que déjà, ils passent par des plateformes style Airbnb et ils ne veulent pas, eux, avoir des contacts directs avec les clients. Du coup, on l'a rajouté là récemment. 3 petites cases, transmission de vos données personnelles, comme quoi, soit ils autorisent qu'on transmet à taxe séjour ou aussi le site de l'Office de tourisme ou le site de Visivar. Voilà. Oui, Ça c'est mieux suffit? effectivement c'est mieux de les faire consentir parce que c'est sûr que sur l'information, OK. il y en a qui n'ont pas envie d'être contactés en direct, qui n'ont pas envie d'être mis en avant. Il vaut mieux le mettre à ce moment-là sur votre bon de commande et qu'ils consentent à cette utilisation ou qu'ils n'y consentent pas. Puis après, l'essentiel en RGPD, c'est aussi de faire ce que vous avez fait, de manière générale, en utilisation de données, même non personnelles, c'est que si quelqu'un demande d'être retiré, il est retiré. Donc, voilà. C'est déjà faire une action conforme de faire ça. Oui, ça, on l'avait déjà dans les conditions de vente, mais là, on vient de rajouter vraiment sur la première page les 3 petites cases. OK. Bon, ça va. Merci beaucoup, Alice. Martine Prouin. Oui, bonjour. Donc, c'est l'Office de tourisme Durance-Luberon-Verdon, agglomération, et je suis en charge de la taxe de séjour. Donc, j'ai 2 collègues qui sont sur le territoire et qui, elles, ont pour mission le classement des meublés. Mais quid de la transmission de ce classement? C'est illogique de ne pas transmettre au service taxe de séjour parce que les hébergeurs se disent « Mais attendez, vos collègues qui travaillent avec vous ont classé mon hébergement, pourquoi elle ne vous a pas transmis la donnée ?» Voilà, enfin, c'est un peu, je pense, ridicule de ne pas transmettre la donnée et d'attendre que l'hébergeur réagisse. Parce qu'en règle générale, il ne le fait pas, il s'étonne quand il doit faire sa déclaration que son hébergement est toujours non classé. Oui, je ne pense pas qu'on puisse vous reprocher de transmettre l'information pour la taxe de séjour alors que ça leur est favorable. Donc, mais bien sûr, à mon sens. À mon sens, c'est pas forcément obligé de l'avoir précisé dans le bon de commande, effectivement, ou autre document que ça va être transmis comme information. Je pense qu'il devrait plutôt être content qu'il y ait cette transmission. Bien sûr, c'est un service supplémentaire. Il n'a pas cette déclaration supplémentaire à faire puisque c'est en intra. Oui. Après, ça, c'est des éléments pour ceux qui, à l'inverse, ne le font pas, parce que tous les offices n'ont pas non plus cette casquette taxe de séjour aussi forte. Oui. Faut éventuellement, ça fait partie de notre mission d'information, c'est partie de la mission y compris de la personne qui s'occupe de la visite de classement et de cette prestation, d'éventuellement informer qu'il faut transmettre l'information pour bénéficier du régime au niveau de la taxe de séjour. C'est important de le préciser parce que tous les offices, certains organismes institutionnels du tourisme n'ont pas d'exercice quelconque de la compétence taxe de séjour. C'est complètement géré par la collectivité. Donc, il ne faut pas non plus que ça soit... il faut préciser, en tout cas, c'est quelque chose qui doit être qui fait partie de la mission d'information sur la mission de classement pour dire soit on transmet, soit on ne transmet pas, il faut le faire. C'est assez contradictoire parce que quand on demande l'agrément de classification, c'est bien indiqué qu'on les classificateurs, il y a vraiment le casquette classificateur et ils sont obligés de signer un document de confidentialité à ce sujet. C'est pour ça que je pense que c'est mieux qu'on demande vraiment individuellement aux propriétaires parce que vraiment, on fait le classement, ils font les classements, les classificateurs, mais c'est pas comme s'ils étaient... c'est considéré une autre tâche par rapport à leur travail général dans l'Office de tourisme. Oui, après, le tout, c'est d'informer. C'est-à-dire, effectivement, le mieux, c'est d'informer et d'expliquer que
soit expliquer pourquoi on transmet et de le préciser, soit à l'inverse d'informer si on ne le fait pas, qu'il faut de conseiller de le faire par soi-même, de conseiller que c'est une démarche complémentaire à faire. Bonjour Sébastien, vas-y, je te laisse la parole. Le micro. Il faut pas brancher. On ne vous Ton entend micro, pas, Sébastien. Pardon, je n'avais pas activé le micro. Bonjour à tous. Un raisonnement peut-être un peu tiré par les cheveux, mais est-ce qu'on peut estimer que pour un EPIC en station classée de tourisme, le fait que la commune doive disposer de 70% d'hébergements classés justifierait le fait d'avoir une action de promotion particulière ou de gratuité pour atteindre cet objectif? De dire que du coup on rentrerait dans une action un peu complémentaire de service public. Alors là, on serait quand même embêté par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que la difficulté, c'est comme il y a d'autres organismes agréés et qu'en soit la manière dont le pouvoir réglementaire a défini ses missions, l'exercice d'organismes agréés, elle n'a pas prévu que ça soit une activité financée par le service public et par les subventions. Donc, je pense que ça serait quand même assez risqué d'aller jusqu'à cette notion-là. Après, à l'inverse, ça justifie aussi le positionnement de l'Office sur cette activité-là. De là à justifier une gratuité par financement public, je pense que les textes ne l'ont pas induit. Hein, donc, je pense que ça serait un peu tiré par les cheveux, que ça serait un peu dangereux en cas de problème avec les concurrents. Ouais. Merci. Bettina, il y avait des questions? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question, moi, c'était par rapport à la comptabilité analytique, parce que, enfin, je ne sais pas pour les autres offices, mais en tout cas, le nôtre est quand même essentiellement subventionné en termes de recettes. Et donc, ça me paraît difficile. Comment vraiment justifier que la dimension commerciale ne serait pas subventionnée? En tout cas, pour moi, ça me paraît compliqué, même en faisant une comptabilité analytique. Donc, voilà, ça me pose question. Alors après, si c'est votre seule activité un petit peu commerciale, la prestation de classement de meublé, l'idée, c'est juste de pouvoir justifier que si vous proposez 140 € la visite, 120 €, c'est le genre d'ordre de prix qu'on peut voir, il faut être capable de justifier que ça correspond à tant d'heures de travail de tel salarié, payé tant, et que du coup, ça couvre ce coût-là. Il faut être capable d'expliquer pourquoi. Parce qu'à l'inverse, si vous proposez un prix beaucoup plus bas, par exemple, que ce qu'il peut y avoir sur le marché, parce que j'ai vu la question dans les questions écrites de quels sont les prix pratiqués. Alors, c'est vrai que d'ailleurs, Aline l'a mis dans les commentaires, Gîtes-de-France eux-mêmes ne pratiquent pas les mêmes prix sur tout le territoire. Donc, eux aussi ont une diversité de prix, ils ne sont pas alignés, ils n'ont pas une politique nationale de prix, donc ils ont des prix différents selon les territoires. Mais c'est vrai que si, par exemple, vous proposez quelque chose comme 80 €, je pense que ça serait assez en dessous du marché. Il faudrait pouvoir expliquer pourquoi vous pouvez vraiment couvrir le coût de cette mission pour 80 €. Donc, au-delà d'une comptabilité, si c'est vraiment sur l'activité commerciale, une comptabilité analytique précise, il faudrait quand même justifier le temps de travail de la salariée, le coût de cette salariée comme étant couvert par ces prix-là. Oui, mais on est d'accord qu'en fait, la justification ne se fait que si le coût est inférieur à Gîtes-de-France. Si on est dans une égalité, il n'y a peut-être pas de nécessité de faire cette démarche. Oui, ah bah oui. De toute façon, la justification, elle vous sera demandée que si on allait jusqu'à un contentieux et une difficulté. Hein, là, on est dans du ultra préventif, si je peux dire les choses comme ça. Et on est d'accord qu'on est vraiment à coût égal sur la prestation sans prendre en considération les coûts de déplacement. Oui, bah si vous n'avez pas de déplacement, il n'y a pas de raison de d'émettre, hein, c'est sûr. Forcément. Parce que je sais que ça fait partie des sujets litigieux qui fait que vous avez soit une différence de prix avec Gîtes-de-France, mais ça, après, vous n'allez pas vous créer des conditions et des coûts qui ne sont pas les bons. La libre concurrence, ce n'est pas ça. Hein. Enfin, ce n'est pas le prix réglementé. Soit c'était un service réglementé et il y aurait eu un prix défini par Atout France, global et national. On était sur un prix réglementé, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, en libre concurrence, si on n'a pas de déplacement, on n'a pas de déplacement. Hein. On ne peut pas l'inventer non plus.
Ok, merci. J'ai même vu d'ailleurs en regardant un petit peu les tarifs que certains font varier en fonction du nombre de meublés à classer. Il y a des fois des prix dégressifs en fonction de si on a plusieurs meublés. J'ai vu que certains faisaient varier en fonction de la taille du meublé. Donc, j'ai vu des politiques de tarifs un peu différentes en fonction même des Gîtes de France, en fonction des offices. Bon, après, le tout, c'est d'arriver à justifier. Parce que la preuve, c'est que même des Gîtes de France, j'ai vu cette notion de dégressivité si on a plusieurs meublés, qui en soi, à mon avis, est une politique tarifaire vraiment commerciale pour le coup et qui montre la marge qu'ils font éventuellement, parce que sinon, en termes de justification de coût, à chaque fois, il faut bien refaire une visite de chaque meublé. Donc, en soi, ça n'a pas forcément une justification en termes de coût, mais ça a une justification en termes de pratique commerciale. Parce que c'est vrai qu'on m'indique que Gîtes de France n'affiche pas le tableau sur les prix pratiqués, ça dépend. J'en ai trouvé certains, peut-être en pas canon, mais j'ai trouvé certains Gîtes de France qui l'affichaient pour regarder un petit peu les cas. Et oui, il fonctionne peut-être certains sur devis, mais c'est... voilà, donc effectivement, ils n'ont pas à s'entendre, eux non plus, ils sont acteurs privés, mais du coup, les offices sont aussi acteurs quelque part privés sur cette truc-là, et les offices non plus n'ont pas à s'entendre sur les prix entre eux. Et ça peut conforter, oui, vous pouvez quand même parler entre vous des tarifs et conforter. On nous dit que Gîtes de France, dans le 04, ils font payer 150 € la visite. Donc, ça correspond aux ordres de prix que j'ai vus même sur le territoire de manière nationale. Hein. C'est pas que... Enfin, il faut quand même se sentir avoir ces éléments de langage et de réponse par rapport à des positions qui peuvent être parfois un peu fortes des concurrents, parce que la libre concurrence, elle existe sur ce secteur et il ne faut pas non plus que ce soit... Il ne faut pas utiliser le droit de la concurrence pour interdire la concurrence. C'est-à-dire que c'est un peu dans leur démarche des choses, il y a un peu ça derrière. Et c'est quand même pas le cas. Quoi. Okay. Stéphanie Desmarais, bonjour. Vas-y, pose ta question. Oui, bonjour Stéphanie Ventoux-Provence, mais apparemment vous avez déjà un peu répondu dans le fil. Moi, je me demandais si les Gîtes de France n'ont pas cette obligation aussi de communication neutre. Est-ce que c'est parce que le fait qu'ils soient privés, parce qu'on apparaît, ils ne diffusent pas les autres organismes également agréés? Alors eux, ils n'ont pas cette... alors vous, ce n'est pas une obligation en soi, c'est juste que vous avez cette double casquette qu'ils n'ont pas eux nécessairement. C'est-à-dire que vous avez cette mission de service public qui vous est donnée par la collectivité. Certains sont même personnes publiques quand vous êtes en EPIC ou en régie. C'est cette casquette-là où il ne faut pas utiliser cette casquette de mes missions de service public, d'information et autres pour avoir une sorte de position dominante qui ferait que l'ensemble du flux serait dirigé vers l'office de tourisme et pas vers les autres acteurs. C'est pour ça que vous avez cette petite obligation sur votre casquette information d'être un peu neutre, sans pour autant s'interdire d'expliquer votre service à vous et de le vendre aussi un petit peu. Hein. Mais il faut quand même, quelque part, faut trouver un équilibre entre ces deux casquettes d'information et la casquette je commercialise ma prestation de classement. Mais il suffit d'avoir ce lien quelque part ou de montrer qu'on donne cette information-là qu'il existe des concurrents. C'est à cause de cette mission-là. Eux, en tant qu'acteurs privés, ils n'ont pas du tout l'obligation de référencer les autres acteurs. Et donc, ils sont libres de communiquer que sur leur politique de classement. Par contre, par rapport à la réglementation sur la libre concurrence, ils n'ont pas le droit de s'accorder entre privés également sur des tarifs. C'est juste ça, eux. Ouais. Mais effectivement, vous, c'est une des missions régaliennes, hein, Office de tourisme. Donc, on se doit de faire l'information de l'ensemble de ces prestataires et acteurs de son territoire donné. Donc, effectivement, quelque part, quand vous allez parler de classement de meublés, il faudra qu'il y ait effectivement un lien sur la liste des prestataires qui existent et qui exercent sur votre territoire. D'accord. Merci beaucoup. Il y a Patricia Breguer qui posait une question. Si vous utilisez, répondez-lui par le chat, parce que là, c'est en dehors de, effectivement. C'est pas moi qui ai la réponse. Voilà. Donc, et sur les frais de déplacement dessus, est-ce que vos frais de déplacement sont compris dans ces tarifs? Ah oui, alors peut-être une question plus pratico-pratique. Mais en soi, oui. Voilà, à vous de voir si vous
d'identifier le déplacement comme un coût complémentaire. Si vous le facturez dedans, le tout se soit justifié, il n'y a pas de difficulté à ne pas en avoir, en tout cas, de frais de déplacement. Vas-y Magali, pose ta question et puis après je vais voir qui. Ah ben c'est Sébastien qui a encore la main levée aussi. Mais vas-y Magali. Oui, j'avais une question sur justement la part de vente d'hébergement sec dans la part de tout compris. C'est juste de savoir si on a besoin de la carte d'agent immobilier dans le sens où est-ce que la vente d'activités sèches rentre dans les proportions? Ah oui, oui, tout à fait. Donc, du moment où on vend pas mal d'activités, en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on vendait beaucoup de tout compris et peu d'hébergement sec. Ouais. Des tout compris, on a baissé en tout compris, mais par contre, on vend plus d'activités sèches. Oui, c'est une des tendances constatées effectivement chez les acteurs institutionnels depuis le post-confinement. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vendent plus d'hébergements secs qu'avant. Et donc, c'est vrai qu'il faut regarder avec la proportion de l'ensemble de son activité commerciale si on commence à être à plus de 50% de vente ou c'est de l'hébergement sec. Donc, du moment où on est en dessous de 50%, que ce soit activité ou tout compris, on est bon. Oui. Sur l'autre partie. OK. Merci. Sébastien, tu avais une question de nouveau? Oui, tout à fait. Juste un éclaircissement pour moi. Dans le cadre d'un EPIC qui est financé à 100% par la taxe de séjour ou son autofinancement, c'est-à-dire qu'on ne touche pas de subvention, est-ce qu'on est soumis à la même obligation de transparence voilà, que si on touchait une subvention effective? Alors, vous avez quand même cette casquette d'organisme institutionnel qui fait que sur la communication, vous devez quand même jongler avec la mission d'information qui vous est déléguée, mission de service public un peu régalienne, qui fait que celle-là ne doit pas être utilisée de manière unique pour vous informer sur vos prestations. Donc, quoi qu'il arrive, ces missions, vous les avez. Et après, sur le financement, ça simplifie un peu les choses en termes de justification du prix. Si de fait, il n'y a pas de subvention et que forcément, le prix va apparaître comme étant justifié par les coûts induits et par les recettes générées par cette prestation. OK, merci. Bettina? Il faut remettre votre micro. Micro. Je revenais sur la carte d'agent immobilier. Sauf erreur de ma part, je crois qu'elle est exclusivement nominative, hein, c'est ça? Oui. Mais du coup, ça peut être vous pouvez la donner à un salarié de l'office de tourisme. Ouais. Pas grâce. Okay. Les structures que je connais qui ont fini par opter par la carte d'agent immobilier, notamment parce que en post-confinement, on vendu beaucoup d'hébergements avec des gens qui venaient se confiner ou télétravailler ou qui ne voulaient pas tellement d'activité mais rester seuls dans un meublé ailleurs que là où ils vivent, qui sont passés ça. On fait ça avec un salarié qui avait une expérience suffisante pour remplir la condition. Et donc, c'est cette personne-là qui suffit ensuite pour être garante pour la structure du respect de cette condition-là. Ouais. D'accord. Voilà, moi je voulais terminer derrière avec la présentation simplement des formations qui vont arriver, qui vont bien justement avec le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc sachez que nous allons avoir donc une prochaine date là sur justement les évolutions du référentiel du classement des meublés, hein, puisque effectivement la grille des classements de meublés de tourisme a évolué au niveau national. Donc tous ceux qui font du classement de meublés, n'hésitez pas du coup à vous inscrire. Hein, ce sera le mardi 30 mars. On a déjà fait, je crois, quelques sessions. Il y en a encore une à venir. Devenir, donc, si effectivement on a des offices de tourisme qui veulent devenir organisme agréé de classement de meublés, eh bien, pareil, il y a donc une formation pour le devenir. Ou si vous avez des nouveaux personnels qui arrivent et que vous allez mettre sur cette mission-là, n'hésitez pas donc à les mettre. Elle sera le 4 et 5 avril. Et puis, le RGPD, ben, écoutez, comment utiliser effectivement la GRC de mon office de tourisme en respectant le RGPD? Chaque année, on la propose, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. Et donc, n'hésitez pas, même si vous faites effectivement gérer la protection des données, en fait, le RGPD à l'extérieur, n'hésitez pas quand même à faire former également en interne un de vos salariés qui puisse être au courant justement de cette réglementation et qui permettra justement d'affiner tout ce qui est affichage
ou qui vous donnera justement, c'est ce que disait tout à l'heure Joyce, sur un bon de commande justement d'une prestation de classement de meublé, de faire apparaître justement les petits critères qui permettent de valider et d'être en raccord avec la loi sur justement la transmission soit de l'information, soit de leur donner à l'office pour de l'information, soit à la taxe de séjour, soit etc. Donc ce genre de choses. Et après donc également comment pour ceux qui ont en charge la gestion de la taxe de séjour, comment optimiser donc le rendement de la taxe de séjour. C'est une formation qui est proposée par un nouveau formateur, donc ce n'est pas du tout un des prestataires qui exerce sur le territoire. Donc c'est ouvert à toutes les structures qui gèrent la taxe de séjour, qu'elles soient chez un des prestataires dans le sud ou pas. Voilà. Et après donc également une formation sur les labels tourisme et handicap. Donc, là-dessus, c'est vous permettre également d'obtenir le classement. Et pareil, là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de turnover dans les offices en ce moment et des personnels donc, qui avaient ces missions-là qui s'en vont. Et donc, pour pouvoir garder le label, eh bien, effectivement, il faut de nouveau les faire former. Donc là, ce sera le 19 et 20 mai et puis et cet automne. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions encore ? Martine, vous vouliez reposer une question? Oui, tout à fait. La formation optimiser le rendement de la taxe de séjour les 19 et 20 mai, malheureusement, je ne serai pas disponible, mais est-ce qu'il serait possible d'avoir la visio, enfin l'enregistrement ou pas? Alors, dans ce cadre-là, non, pas dans ce cadre-là, puisque là, on est vraiment sur la formation professionnelle. Donc, du coup, vous êtes obligé de suivre la formation, d'y être inscrit, de la suivre. Puisque là-dedans, ça déclenche, il y a une participation financière et ça déclenche, donc on est vraiment dans un format de formation et non pas comme aujourd'hui du webinaire où là, on vous apporte de l'information. Donc, par contre, on en refera, alors en général, on en fait une ou deux par an. Donc, il faut voir si on la remet au second semestre ou pas. Ou alors, elle sera début 2022, début 2023. Voilà. Parfait. Merci. Mais je vous en prie, Martine. Vous avez d'autres questions? Alors, une visio ou webinaire pour la réglementation en matière de vente de séjour tout compris. La formation sur du séjour. Audrey, je vous invite à vous rapprocher de la fraude, donc de la fédération. Nous faire un petit mail sur le mail de formation @office-tourisme-sud.fr et puis comme ça on regarde par rapport à votre demande exactement, on regarde si on a ça déjà puisqu'il y en existe déjà sur la commercialisation et puis par contre sinon on regarde ça, on regarde votre demande et puis on voit donc éventuellement pour faire évoluer ou proposer autre chose. Amélie, vous aviez une question? Bonjour. Oui, bonjour. On parlait tout à l'heure de devoir vérifier pour commercialiser les meublés s'ils sont déclarés ou enregistrés. Est-ce qu'il en est de même au moment où le meublé veut accéder à sa procédure de classement? Est-ce qu'il y a une obligation de les informer, enfin de leur demander s'ils sont enregistrés ou c'est juste au niveau de la phase commercialisation? Alors, je ne sais pas si dans votre cahier des charges, comme dans les items que vous vérifiez dans la visite de classement, je ne pense pas que ça y soit. Je n'ai pas en tête, je ne veux pas être mon meublé, donc je ne veux pas, mais je ne pense pas que vous ayez ça dans les éléments. Donc, normalement, c'est vraiment l'obligation au niveau de la commercialisation. La loi le prévoit au niveau de la commercialisation. Elle le prévoit, à mon avis, pas explicitement au moment du classement. Après, je pense que dans votre mission d'information à ce moment-là, en tout cas, c'est quand même bien de leur dire que… Après, je ne vois pas trop un meublé qui serait dans une logique de classement et qui ne serait pas déclaré ou enregistré. Ça serait un petit peu curieux. Ils sont nombreux pour… Ah oui? Ils sont pourtant nombreux à pas l'être, oui. Et c'est pour ça que je faisais le lien avec souvent, dès qu'on est classé, qu'on est sur la plateforme de taxe de séjour, il y a une balance qui se fait sur VisitVar. Et comme il y a justement de la visibilité, les coordonnées du propriétaire, est-ce que mettre en avant un meublé qui est classé sur une plateforme comme VisitVar alors que ce meublé ne serait pas déclaré, il n'y aurait pas une logique quelque part en amont de devoir s'assurer dès le classement que tout est fait dans l'ordre? Oui, il y a une logique en tout cas, parce qu'en tout cas, effectivement, pour mettre en avant ou commercialiser, vous êtes censé avoir vérifié ou en tout cas qu'il vous ait attesté qu'il soit bien déclaré ou enregistré selon les
les collectivités. Donc, je pense que c'est quand même assez pertinent. En tout cas, je ne pense pas que ça soit dans les items de votre fiche de classement qui ressort du cahier des charges de l'arrêté, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être rajouté en plus dans les éléments que vous pouvez leur demander quand même. Parce qu'après, c'est vrai que c'est dommage de se classer si ensuite on n'a pas le droit d'être promu ou vendu parce qu'on n'est pas déclaré ou enregistré. C'est clair. Joyce, oui. C'est juste pour répondre à Amélie. Nous, on l'a rajouté dans les documentations, dans les documents à fournir avant de faire un classement. On vérifie qu'on a bien le récépissé de déclaration en mairie. On demande de le voir automatiquement. Oui, ça paraît cohérent. Oui, complètement. Et c'est marqué dans tous les documents à fournir, c'est marqué en amont. On prévient les personnes qui sont obligées d'être déclarées, sauf si c'est leur résidence principale, bien sûr. Il y avait d'autres questions? Bettina, tu avais encore la main levée. Tu avais une autre question ou Parce que là... Non, c'était juste, alors c'était un petit peu annexe, mais comme on parle de qualité, de classement de meublé, je voulais savoir s'il y avait des offices qui avaient, qui proposaient du homestaging pour justement améliorer la qualité. Bon, c'est un petit peu à part, hein, mais voilà. En tout cas, j'ai mis le post et si quelqu'un a une expérience à partager, on est preneur. Alors, voilà, sachez justement qu'en 2019, quand on avait fait la première journée du club des hébergements, des hébergeurs, donc du moins de l'hébergement, c'est une demande que l'on avait eue. Et donc, sachez qu'on a une formation là-dessus, justement, comment donner des conseils, donc comment accompagner en fait les propriétaires qui le souhaitent, ou justement, quand vous allez faire du classement de meublé, c'est pour ça qu'on l'avait proposé justement au référent de classement de meublé. C'était par rapport à l'offre exactement, à l'offre aujourd'hui existante et l'état parfois dans lequel on trouve le meublé. C'était intéressant justement de pouvoir apporter ce service-là, et donc ça se faisait dans ce sens-là. Et donc la formation, elle est faite pour effectivement former, donner des tuyaux, donner des principes sur le homestaging pour que vous puissiez effectivement conseiller les propriétaires de meublé. Voilà. Donc, elle sera remise, elle est remise au catalogue également. Mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Ou Magali, tu avais encore une question ou je vois ta main levée là-haut? Non, apparemment non. Mais écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour votre participation. Merci Alice, c'était vraiment très très clair, très intéressant. Donc, vous allez recevoir le replay, hein, on va vous l'envoyer. Et puis également le support, voilà. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Aujourd'hui, on a au niveau de l'équipe s'est agrandie. On a de nouveau une chargée de communication qui est là, qui s'appelle Diane et qui va faire aussi tout ce qui est veille et observatoire sur l'évolution du digital dans le tourisme et sur la réglementation aussi, ou sur vos bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour faire part justement de vos infos. Et puis, donc, Nadège, notre chargée de formation, est partie en congé maternité, mais elle reviendra bientôt. Et c'est Dima qui la remplace. Et donc, n'hésitez pas, hein, pour tout ce qui est vos questions de formation, à nous poser des questions sur la boîte mail formation au singulier @office au pluriel -du6 tourisme-du6sud.fr. On y répondra. On est là pour vous accompagner. Bonne journée en tous les cas. Et puis, à très bientôt. Et merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Camille. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.